Ça veut dire quoi le tourisme positif ? Ce terme tourisme positif, pour éviter justement de s'enfermer dans un tourisme de niche et pour toucher de manière plus large tous les produits et services touristiques. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. On vous emmène dans un voyage vers un tourisme respectueux de la planète et du vivant, en partant à la rencontre d'acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires, des leviers d'engagement qui sèment maintenant les graines de réflexion et d'action pour un tourisme positif. Je suis François Huette, ambassadeur du tourisme positif avec une expérience internationale. Je suis animé par le développement d'un tourisme de sens, proposant des expériences vertueuses en lien avec son territoire. Aujourd'hui, j'accompagne les acteurs du tourisme, mais pas seulement, dans l'évolution de leur activité vers un tourisme positif. Alors, pour ne rien manquer à notre actualité, suivez-nous sur la page expérientielle de Facebook, Instagram et LinkedIn. Sébastien est un athlète professionnel de trail running. Avec son épouse Aurélie, ils se sont lancés dans un projet de gîte atypique qui leur ressemble. Au pied du Mercantour, avec la nature et le sport comme source d'inspiration, ils sont en train de créer un lieu où le partage et la relation à l'autre sont au cœur de l'expérience. Ils nous invitent à un retour à l'essentiel, où l'on prend le temps de se connaître et être en harmonie avec la nature, avec soi. Sans attendre, je vous invite à vous installer dans un endroit confortable, au calme, proche de la nature, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Aurélie, bonjour Sébastien. Bonjour. Alors là, on est sous un cerisier avec vue sur le Mercantour. Ah, c'est pas mal. Avec on est bien, avec un petit soleil sympathique. On a profité de l'éclaircie du jour là, parce que vu qu'hier il a fait très mauvais, on a décalé aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes, vous présenter, puis présenter votre activité, pourquoi on est là aujourd'hui, tous les trois ensemble. Aurélie ? Alors, moi je m'appelle Aurélie, j'ai 40 ans, je suis mariée à Sébastien, on a 2 enfants et je travaille dans le social, je suis travailleur social au milieu hospitalier et là aujourd'hui on est sur notre futur lieu de vie, notre petit havre de paix où on aime être et où on n'aime pas partir. D'accord. On parlera un peu plus tout à l'heure du projet. Et toi Sébastien, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors moi, qu'est-ce que je fais dans la vie ? Moi je suis à la recherche du bonheur. Je l'ai trouvé mais il s'en va de temps en temps, donc je vais retourner le chercher. Et voilà, je suis à la recherche perpétuelle du bonheur. Et je suis un grand passionné de cette vie qui peut être merveilleuse si on a une bonne approche. Et au-delà de ça, je suis un grand passionné de nature parce que je passe ma vie dehors. J'ai une activité un peu particulière parce que je suis athlète professionnel en trail running. Donc le trail running, c'est des gens un peu fous qui s'amusent à courir dans la montagne longtemps, voire très longtemps, et qui en ont toujours pas assez. Donc voilà, ça fait partie de ma passion que j'ai réussi à transformer en activité professionnelle parce que je gagne ma vie grâce à ça. Mais voilà, je suis... bon là, on peut pas voir, mais on est en plein milieu d'un espace de nature entouré de montagnes, mon petit terrain de jeu. J'ai un grand jardin, il fait quelques milliers d'hectares. Et voilà, c'est mon site de pratique et d'activité. Alors tu m'as dit tout à l'heure qu'on était à 300 mètres d'altitude et la montagne là, que je vois là-haut, elle est à... Alors on a une petite montagne, 1800 mètres d'altitude, donc voilà. En gros on a un petit delta de 1500 mètres de dénivelé positif pour ceux qui connaissent un peu le jargon. Donc voilà, c'est une montée sèche de 1500 mètres qui nous amène à un sommet qui me tient particulièrement à cœur parce que il s'appelle le Mandjabo et je l'ai renommé le Kilimandjabo. D'accord. qui peut m'apporter quelques souffrances parfois.
suivant le rythme que je m'impose. D'accord. Mais voilà, là-haut, on a une vue juste fabuleuse. On a vu sur le Mercantour face nord. Et ensuite, on a vu sur la Méditerranée. On a une vue plongeante sur toute la Méditerranée, donc toute la côte d'Azur et la partie italienne qui est juste magnifique. Oui, parce qu'on est on est à la limite de la frontière là. Ah, on est à la limite de la frontière. Et aussi, il y a une petite anecdote, c'est suivant le climat et l'ensoleillement et la densité de l'air, j'arrive à voir la Corse de là-haut. Ah ouais. Ah ouais, j'ai quelques photos de la belle île de Corse de là-haut qui parfois me fait la surprise d'apparaître Ah, à l'horizon. Super. Vous voulez nous parler de votre projet? Parce qu'il Avec est un plaisir. peu atypique. Tu Déjà, commences c'est un projet de couple, un projet de vie. C'est un projet de vie, oui. C'est un projet de couple, même de famille avec les enfants. Hein. Parce que les enfants participent quand même. Et c'est c'est beaucoup pour eux aussi qu'on le fait pour l'avenir. Ça faisait un petit moment qu'on se cherchait un endroit avec de l'espace où on pouvait monter notre projet, donc d'ouvrir gîte et chambre d'hôtes. Et on a enfin trouvé ça. Maintenant, voilà, nous sommes dans la grande partie des travaux où c'est les joies des travaux. Ça, pas toujours facile. On prend du temps, on perd du temps, je dirais, mais bon, c'est pas grave. On a le temps, on se donne le temps en tout cas de faire les choses comme on voulait les faire, c'est-à-dire le plus écologique possible. Et du coup, c'est pas toujours facile. Hein. Alors c'est quoi la philosophie écologique derrière ce projet? En fait, on est plus sur une notion d'efficience. Parce que le terme écologique est un peu utilisé à outrance à mon sens et il perd un peu de valeur et de sens, même si j'ai toujours un affect par rapport à ce terme-là. Moi, c'est plus une notion d'efficience. Je ne veux pas être un extrême ni un autre. J'essaie de trouver ce juste équilibre, la bonne balance. Donc nous, dans l'idée, c'est comme l'a dit Aurélie, ça prend du temps parce qu'on n'était pas spécialiste du domaine. On s'est posé, on réfléchit. On découvre, on essaye de trouver le juste milieu, le bon équilibre dans le choix des matériaux. Donc on essaie d'utiliser principalement des matériaux biosourcés. On se refuse à utiliser des intrants chimiques ne serait-ce que certains ciments ou colle et autres applications qu'on peut avoir. Nous, on essaie de travailler au plus naturel. On a beaucoup d'inspiration autour de nous, autour de chez nous. Et on est aidé par ces gens-là qui sont déjà en avance sur des connaissances. Notamment, on a une amie, Florence, qui nous aide sur la partie intérieure, qui est restauratrice d'œuvres d'art, qui est spécialisée dans la chaux et le plâtre. Donc on fait en gros, on va faire toute une restauration intérieure avec du plâtre paysan et de la chaux naturelle. On va utiliser des peintures minérales. Sans adjuvant, on essaye de s'orienter vers des matériaux qui parfois peuvent repousser, comme on le disait tout à l'heure. On a parlé un peu du chanvre pour l'isolation. La fatalité, le temps de poser le chanvre, il est déjà en train de repousser pour une autre maison qui va pouvoir aussi s'équiper, s'isoler, et ainsi de suite, au lieu d'utiliser des matières fossiles comme le pétrole pour créer du polystyrène. Donc on est plus dans des matériaux comme le bois, le chanvre et ainsi de suite. On a plus d'affect. Alors d'où ça vient cette envie d'avoir cette approche? Parce qu'on est plutôt dans un monde qui est dans le sens inverse. Donc et puis en général cette sensibilité se développe par rapport à des événements qu'on découvre autour de soi ou qu'on vit ou des chocs, etc. Toi, c'est venu d'où? En fait, je pense que tu as bien résumé notre société va en ce sens parce qu'elle veut aller vite. Et en fait, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis le frein à main. On s'est dit, tiens, on va ralentir, on rétrograde, on sort de l'autoroute et on prend les petites départementales pour visiter la France. C'est un peu ça. Et donc, on a pris le temps. En fait, c'est ça, c'est prendre le temps, ralentir et réfléchir différemment. On a beaucoup d'inspiration. Moi, j'ai énormément d'inspiration de par mon activité parce que je suis en connexion avec la nature au quotidien. Ça me parle beaucoup. Moi, c'est mon terrain de jeu. L'abîmer, le ne pas le respecter, ça m'affecte beaucoup. On a une connexion. Je pense que mon activité a amené beaucoup de choses. Après, il y a aussi l'alimentation. Comment manger,
quand on commence à se poser sur quel type d'alimentation on veut pour nous, on veut pour nos enfants, c'est extrêmement important de se dire, voilà, qu'est-ce que je mets dans mon assiette, comment je vais structurer mon corps, éviter certaines maladies, certaines pathologies. Moi, je suis très attaché à ça. Je travaille essentiellement en naturopathie, en aromathérapie, phytothérapie, ainsi de suite, pour, par expérience, voir que le naturel peut combler certains maux. Et c'est surtout, au lieu d'être dans une pratique allopathique où on va principalement gommer la conséquence, j'ai mal à la tête, je prends un Doliprane, j'ai plus mal à la tête. Sauf que, est-ce que tu t'es posé la question de pourquoi tu as mal à la tête ? Parce que c'est peut-être récurrent, tous les mois tu commences à avoir ta migraine, va chercher la cause. Et ça, c'est plus cette approche-là qu'on a en naturopathie. On cherche plus la cause pour travailler sur la conséquence. Et ça, c'est ça a été des courants de pensée. On a eu des personnes dans notre entourage aussi qui nous ont énormément influencés. Ça passe souvent par un choc parce qu'au final, on est ancré sur notre position, sur nos dogmes. Et fatalité, quand on a des personnes en face de nous qui fonctionnent différemment, ça nous percute. Et tout dépend quelle approche on a par rapport à ce choc-là. Et moi, ça m'a toujours amené à des réflexions. C'est mon côté un peu scientifique où j'aime bien remettre les choses en question. Et voilà, toutes mes croyances, je les ai remises en question et j'ai construit ma vie différemment. On a construit notre vie différemment. Donc en gros, on est parti de l'alimentation, de notre santé. Ça nous a amené à revoir aussi le côté humain ne serait-ce que comment on s'alimente. Derrière ça, il y a un producteur. Est-ce que ce producteur vit correctement, sainement, à payer, comme on le disait tout à l'heure, 99 centimes un kilo de tomates? Moi, je plante des tomates, Aurélie plante des tomates, on les cultive, on les ramasse. Quand on a 1 kilo au bout du bras dans notre petit sac, on se dit c'est pas possible de payer ce prix-là. Il y a quelque chose qui ne va pas, notre système ne fonctionne pas correctement. Et à partir de là, moi, je suis prêt à payer plus cher. Je paye mes aliments beaucoup plus cher que le standard moyen parce que je vais chercher des circuits particuliers. Je m'alimente d'une certaine façon. Je suis pas végétarien, donc... mais par contre, je me limite. Et quand je me permets de manger de l'alimentation carnée, ou je vais chercher quelque chose de qualité, respect de l'animal. Et puis ça, on l'a transféré même dans les travaux. Les artisans avec qui on travaille. Là, j'ai une entreprise à qui je veux faire un petit clin d'œil, qui est pas loin de Grasse. L'entreprise STME qui est dirigée par un ami à moi, Jean-Pascal Decroix, qui a des valeurs. Et ça, à un moment donné, j'ai mis de côté la volonté de toujours vouloir économiser plus. Et je me dis, je préfère payer correctement des personnes qui ont des valeurs, qui payent des taxes, parce qu'au final, on a besoin d'avoir nos taxes, on est bien content d'avoir notre sécurité sociale, on est bien content d'avoir tous nos avantages. Donc voilà, je suis prêt à faire cet effort financier pour payer des gens qui ont des valeurs communes à celles que j'ai. J'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal des employés de Jean-Pascal, et honnêtement, ça me fait plaisir de savoir qu'au final, tout ce qu'il m'a raconté, j'ai pu le vivre au quotidien parce que je les ai côtoyés, ces employés. Ils sont sur mon chantier, ils sont en train de travailler, et c'est des ouvriers avec qui j'ai passé plusieurs journées et qui ont la banane. Et que quand on arrive à un moment donné, au fil des discussions, à partager leur vision de la vie et leur vision d'employé, moi, ça me réconforte de voir que il y a des entreprises qui fonctionnent intelligemment. Et j'insiste sur ce terme-là, intelligemment, parce que il n'y a pas que forcément les bénéfices à la fin de l'année qui sont importants. Il y a aussi ce bonheur qui n'est pas quantifiable et qui n'a pas de prix et qui a beaucoup de valeur. Alors, de cette prise de conscience, passer à l'action, c'est facile ou ça chahute? Ah, ça secoue, hein. Ça secoue. Et comme je fais souvent ce parallèle à l'argent, parce qu'au final, c'est ce qui nous obsède au quotidien. Il faut payer notre crédit, il faut payer ci, il faut payer ça, il faut prévoir notre épargne, ça nous obsède. Et le première des choses, c'est que ça percute le porte-monnaie. Comme je disais tout à l'heure, quand on commence à aller dans un magasin bio, quand on commence à retourner les étiquettes, à voir ce qu'il y a à l'intérieur, c'est plus sain. Et quand on commence à passer à la caisse, on se dit waouh, la carte bleue elle a flambé pour un petit carton qui est pas très rempli. Et là on se dit waouh. Mais en fait, ce choc-là, il s'atténue petit à petit parce qu'on se dit non mais en fait ça c'est le vrai prix des choses.
c'est le vrai prix des choses. Là, il y a un vrai agriculteur local qui est à proximité, qui gagne vraiment sa vie, qui se retrouve à pas se devoir à se poser la question tout le matin, est-ce que je me mets la corde au cou parce que j'arrive plus à rembourser mes dettes. Donc, il faut reformater le système petit à petit pour essayer de reconcevoir notre programme intellectuel et essayer d'évoluer dans un sens plus cohérent. Toi, Aurélie, comment tu vis ce changement ? Plus ou moins, je trouve que c'est long à mettre en place quand même, mais ça se fait tranquillement. De toute manière, il faut que chacun le fasse à son rythme aussi. Et moi, je suis très manuelle, j'aime beaucoup faire par moi-même. Du coup, ça va avec. Et moi, je me régale. Je m'épanouis énormément comme ça, en fait. Est-ce que le fait de mettre les mains dans la terre, ça apporte du bonheur ? Moi, j'adore. Ouais. Moi, j'adore. Moi, quand je suis dans mon potager, que je commence à choisir mes graines en me disant cet été, j'aurai ça à manger, ça. Mais je suis trop heureuse parce que je vois déjà l'assiette qu'on aura et ça me plaît en fait d'aller travailler la terre. Ça me plaît. On revient à la base en fait et à l'essentiel et en fait, je vois pas le temps passer quand j'y suis. Donc, dans le projet, il y a un jardin permaculture. Comment ça va se traduire, ça, justement, dans l'expérience client de votre projet ? Du coup, tout ce qui va être mis dans ce fameux jardin sera retranscrit dans l'assiette, en fait. Voilà. L'idée, c'est que on essaye de se créer, en tout cas, le maximum de choses qu'on va pouvoir manger derrière. Et c'est ce qu'on aimerait que plus tard les clients, je ne sais pas si on peut dire des clients, mais que les personnes qui viennent chez nous se rendent compte en fait de ça, que finalement c'est pas si simple, si compliqué, je veux dire. Bon, après c'est sûr qu'il faut l'espace, faut le temps, hein, on est d'accord, ça prend énormément de temps aussi. Mais que avec des poireaux maison, ça n'a pas le même goût que voilà. Moi, c'est tellement un plaisir de pouvoir faire ça, de voir mes enfants aller me cueillir les tomates ou le concombre, que du coup, j'aimerais bien que les clients aussi viennent me dire j'aime vos concombres, ils sont beaux. Allez, on les mange ce soir, c'est réglé. Alors, dans ce gîte, à part la permaculture, la cuisine que tu vas préparer, les légumes que tu vas cultiver, etc., il y aura aussi d'autres activités manuelles ? Alors moi, je travaille un peu sans aucune prétention l'osier. Je fais des paniers en osier. D'ailleurs, c'est sur ce spell que j'ai appris. Des personnes qui ont donné des cours et je fais pas mal de choses en osier. Moi, je me régale. On fait notre huile d'olive, notre pâte d'olive. Et voilà, on essaye au maximum de faire nous. Alors on découvre, souvent on y va, on est novice, mais on se régale et là je commence à peine à faire des savons avec notamment l'huile d'olive et voilà, on essaye, on voit ça marche pas ou qu'est-ce qu'il faut faire pour modifier, mais on essaye de beaucoup faire nous en tout cas. Très bien. Sébastien, tu es sportif professionnel, donc on pense tout de suite à la compétition. Mais tu m'as parlé tout à l'heure de plusieurs approches justement liées au sport, 3, et tu pourrais nous en parler parce que justement il me semble qu'il y en a une d'entre elles qui va être au cœur de ce projet. Oui, en fait, j'essaye de redonner sens aux mots parce que pour moi, en gros, on généralise le sport. Mais en fait, il y a une approche que j'ai segmentée en 3 parties. Il y a l'activité physique, je suis en mouvement, je marche, je cours, je fais du vélo. Il y a l'activité sportive, où je cherchais à me dépasser personnellement. C'est en gros, je fais un temps sur 10 km, je veux essayer de dépasser mon temps. Je réussis à faire un tour de vélo de tant de kilomètres, je veux essayer de faire un peu plus la prochaine fois, et ainsi de suite. Voilà, on est dans le dépassement de soi. Et après, il y a l'aspect compétitif, où il faut que je sois meilleur que l'autre. C'est vraiment une hiérarchie interindividuelle qui est très particulière, à mon sens.
J'ai de plus en plus de mal avec cette approche-là. J'ai la chance de pouvoir pratiquer une activité, on va dire, sportive, qui me permet de gagner ma vie, parce qu'au final, moi, sur mes épreuves qui sont des épreuves d'extrême endurance, je me retrouve à être confronté à moi-même. Avant de vouloir me comparer à autrui, il faut déjà que j'ai cherché la ligne d'arrivée. Ça sert à rien de faire 50% du parcours devant et au final, c'est pour abandonner. Alors quand on dit extrême endurance, la montagne dont on parlait tout à l'heure, ça tu le fais en 1h40, mais toi tu fais des parcours un peu plus longs. Ouais, je fais un petit peu plus long. J'ai tendance à courir autour du Mont Blanc, par exemple. D'accord. Voilà, donc des épreuves qui... Voilà, les plus connues, c'est l'Ultra Trail du Mont Blanc, qui fait 172 km. J'ai la Diagonale des Fous, où on traverse l'île de la Réunion, qui fait à peu près 170 km. Voilà, c'est des épreuves qui durent plus de 20 heures. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je parlais d'endurance extrême. Ok. Et là, donc, c'est les deux autres catégories de sport, donc voilà. Le sportif et puis ensuite l'aspect physique. Il y a l'activité physique et l'activité sportive qui, à mon sens, sont plus d'intérêt global au niveau de notre société, au niveau de plein de choses. À vouloir forcément toujours se comparer, je pense que c'est pas forcément bénéfique. C'est pour ça que, notamment, nos enfants, on les amène pas du tout vers la compétition. On les amène vers l'activité physique et l'activité sportive, mais pas du tout vers l'activité compétitive. Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de valeur à développer dans ce sens-là d'abord, avant de vouloir vraiment... Ça aide à se dépasser, de l'esprit de compétition, mais voilà, je suis en train de me poser beaucoup de questions sur cette approche-là qui à outrance peut être néfaste, à mon sens. Toujours est-il, voilà, ces activités-là, au travers de notre projet, c'est quelque chose que j'aimerais partager. On aura une capacité d'accueil qui sera évaluée à peu près à 12 personnes. J'aimerais à terme pouvoir partager ma passion, mon approche de l'activité qui est énormément en lien avec l'approche de vie. C'est vraiment lié à une philosophie. C'est le bien-être physique, comment respecter son corps. Moi, j'ai une activité qu'on pourrait considérer pathologique parce que c'est tellement extrême qu'on peut s'abîmer. Mais en fait, si on a la bonne approche, la bonne intensité, la bonne progressivité et qu'on a aussi surtout derrière une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, honnêtement, c'est faisable. Faut savoir que moi, au début, je détestais courir. J'ai des expériences où je faisais 8 km, je rentrais à la maison, je jetais les chaussures à travers la maison. Non mais c'est quoi ce sport ? Et aujourd'hui, je me retrouve à faire 172 km. Donc là, il y a aussi une approche psychologique où, fatalité, on se crée des limites. Et aller, ce que j'appelle moi, aller à la conquête de l'Ouest, un peu à la découverte de l'Ouest, comme les premiers Américains qui se sont retrouvés dans un espace qu'ils ne connaissaient pas. C'est un peu le même principe en psychologie par rapport à notre pratique. C'est que on se croit entouré de limites, de bordures. Et si on cherche à aller les découvrir, on se rend compte qu'elles n'y sont pas. Et petit à petit, on cherche à aller un peu plus loin. Le chemin devient de plus en plus intéressant et aventureux. Et au final, on se rend compte que nos limites sont bien, bien, bien plus loin que ce qu'on l'imagine. Donc est-ce qu'avec ce projet, vous avez envie de faire un peu du hors-piste, de sortir des limites traditionnelles d'un accueil gîte, d'une expérience gîte, mais d'aller au-delà, quelque chose peut-être de plus authentique, quelque chose qui est complètement aligné avec vous ? Complètement. On est porté par ce projet dans l'objectif du partage. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Nous, en gros, chez nous actuellement, c'est la Maison du Bonheur. On adore accueillir des gens, nos amis, notre famille. Ça fait vraiment partie de notre vie. Et là, voilà, c'est une opportunité de rencontrer d'autres personnes, d'autres cultures, d'autres origines. Et voilà, si on a l'occasion, au travers d'une communication un peu spécifique, d'essayer de partager certaines valeurs. Moi, quand on parlait tout à l'heure de jardin, moi, ça me ferait plaisir que les gens viennent, les enfants viennent, la famille vienne, venir partager des moments de partage dans le jardin. On aura un poulailler, on va essayer d'avoir des lapins, on va essayer d'avoir une vie autour de ce projet-là. Et je pense que c'est une expérience qui sera particulière pour eux et qu'on veut offrir aussi à des gens qui sont peut-être aussi en recherche, en quête de sens dans leur vie. Et voilà, si on a une petite pierre à l'édifice de quelque chose de nouveau chez eux, ça serait avec grand plaisir. Super. Alors, on va parler notion de temps. Aurélie, qu'est-ce que tu en penses ? Je sais que Sébastien a une théorie par rapport au temps. Ce projet, il ouvre ses portes quand ? Ça, c'est la bonne question là. C'est toujours là. C'est difficile. Alors, c'est vrai que quand on a acheté, on s'est dit, allez, c'est bon, dans 6 mois, on vit ici. Bon, c'est passé déjà bientôt 3 ans. On n'y vit toujours pas.
Donc niveau temps, c'est difficile à dire. Alors là, il va déjà falloir que nous, on vienne y vivre. Ensuite, ça sera plus simple quand on vit sur place qu'avec les enfants, le chien, d'être là tranquille, de pouvoir attaquer les studios du coup un par un en bas. Et c'est vrai qu'on aimerait quand même rapidement aussi derrière pouvoir ouvrir. Après, est-ce qu'on va pas ouvrir par étapes oui, 2 ou 3 studios en gîte et puis après les chambres d'hôtes plus tard. En tout cas, on va prendre le temps de connaître, d'apprendre comment ça marche, de connaître aussi les personnes qui vont venir chez nous. Et puis après voilà, on va aussi s'occuper un peu plus de l'extérieur. On a pas mal de petites idées, donc voilà, il faut que ça se mette en place et effectivement, ça va prendre un peu de temps. Est-ce que c'est facile? Est-ce que justement cette expérience de pas forcément avoir la maîtrise sur le temps est quelque chose de positif pour vous? Ah oui, c'est positif. Ouais. Alors, pour plusieurs choses. Enfin, la principale, je pense que c'est la gestion du stress. En fait, on voit dès le début, on a pris conscience que si on s'impose une date, on se génère du stress. Alors après, il y en a beaucoup qui nous disent « Ouais, mais si tu t'imposes pas de date, ça avance pas. » Si, en fait, notre projet, il avance. C'est juste que si je l'avais fait en 6 mois, comme c'était initialement prévu, on ne serait pas là où on en est aujourd'hui. Il y a tout un cheminement qui s'est fait, intellectuellement, ne serait-ce qu'intellectuellement, nous, par rapport à notre approche, par rapport à plein de choses. Il y a un cheminement qui s'est fait, et fatalité, aujourd'hui, certes, ça fait 3 ans qu'on rêve d'y habiter, on s'en rapproche, mais au final, on veut que ce soit un rêve d'y habiter. Et là, on est vraiment proche de l'idéal, de ce dont on a vraiment besoin pour notre famille, pour nous, pour notre projet autour de cet accueil de personnes dans le gîte. Voilà, il a fallu 3 ans. C'est aussi simple que ça. Et il nous faudra, je pense, encore quelques mois pour y habiter. Et on espère début d'été prochain pouvoir commencer les accueils. Parce qu'après, au final, une grande partie de la rénovation pour les gîtes, c'est beaucoup plus rapide que ce qu'on est en train de faire. Nous, on est en train de vraiment faire le gros œuvre, la grosse partie technique de la maison qui est la base de tout ça. C'est si on veut parler d'écologie et avoir du sens dans ce qu'on dit, il faut que on soit ancré sur nos valeurs. Et c'est très difficile. Hein. Honnêtement, c'est très difficile on ne connaît pas les matériaux qu'il faut utiliser, on n'a pas d'artisans spécialisés autour de chez nous qui sont vraiment attachés à nos valeurs. Après, c'est très facile d'avoir un artisan qui nous dit « Ouais, moi je fais de l'écologique, vous inquiétez pas », et qui au final... quand on fait de l'écologique, on fait de l'écologique. Enfin, moi, j'ai énormément de mal à promouvoir une alimentation bio et puis après, derrière, faire des repas, proposer des repas où ce soit pas bio. C'est inconcevable pour moi. Donc après, des artisans qui travaillent 99% du temps avec des intrants chimiques dans leurs produits et qui viennent me parler de bio et qui veulent juste me vendre leur petite sauce, une fois que j'ai pioché un peu dedans, je suis rentré un peu dans la technique, je me rends compte que en fait non, c'est de la poudre de perlimpinpin, ce qu'il est en train de me dire. Il est décrédibilisé. Je peux plus avoir confiance en ces gens-là. Donc voilà, c'est très compliqué. Donc on fait beaucoup de choses nous. On a un artisan qui intervient. Il n'est pas du coin, donc il faut jongler avec son emploi du temps. Et on a la chance d'avoir... j'ai la chance d'avoir un papa qui est très actif là-dedans et qui s'investit passionnément dans notre projet. C'est compliqué, hein. Lui, il le voit avancer à notre vitesse et il se dit ça commence à faire quoi. Mais bon, voilà, on avance et on tend vraiment vers ce vers quoi on rêve et c'est ça le plus important. Très bien. Maintenant, il y a sûrement des auditeurs qui vont écouter cette interview et qui sont dans votre position ou qui sont dans la posture de dire voilà, on a un projet commun mais on n'ose pas se lancer, il y a des peurs, etc. Est-ce que vous pourriez leur donner un conseil? C'est la question. C'est la question. Moi, je pense qu'il faut se faire confiance, en fait. Si on veut aller vers ça, il faut y croire, se faire confiance et se dire que ça va pas se faire du jour au lendemain, mais il faut garder en tête qu'on peut y arriver, on peut le faire. Et je pense que il faut vraiment
vraiment pas lâcher. Ouais, je rejoins parfaitement Aurélie et puis je complète en disant qu'il faut essayer. Parce que même si ça marche pas, faut pas prendre l'échec. C'est le problème de notre société, c'est qu'on n'accepte pas l'échec, mais en fait l'échec sert à avancer. Et ça, c'est ce qu'on a remarqué nous, c'est qu'on a fait plein d'erreurs, mais ça nous permet d'avancer. Et même si le projet ne fonctionne pas, c'est peut-être parce qu'il nous a permis d'apprendre pour un projet futur, et ainsi de suite. C'est comme ça que se construit la vie. Donc c'est une philosophie. Et voilà, il faut essayer. Honnêtement, il faut essayer. Et ça ne fonctionne pas sur l'instant présent, c'est pas grave. Au final, ça a apporté tellement de choses, tellement de connaissances, une approche, et puis surtout, ça donne de la confiance en soi, parce que ça veut dire qu'on a essayé. On n'est pas resté figé à regretter. Je fais le parallèle avec moi, mon activité. J'ai commencé à être professionnel de mon activité, j'avais 36 ans. Une femme, 2 enfants, un crédit de maison. Et le Gugus, il se dit, maintenant je vais faire que du sport. Ah ouais, c'est quand même un peu risqué. T'es pas un peu vieux? Non. Non, je suis pas trop vieux. La preuve en est, ça fait plus de 5 ans que ça dure. Non, j'étais pas trop vieux quand j'ai fait ce choix-là. Et si je l'avais pas fait, qu'est-ce qui serait passé? J'aurais aujourd'hui, j'ai 42 ans, je serais en train de me dire, waouh, je crois que j'ai loupé quelque chose, quoi. J'aurais peut-être pu tester. Et voilà. On s'est posé tous les deux, quand j'ai eu l'opportunité, on s'est posé tous les deux avec Aurélie, on s'est dit, on y va, on n'y va pas. On y va. Qu'est-ce qu'on craint? Enfin, on est toujours avec cette phobie de l'avenir. L'avenir, il se construit au jour le jour, donc il faut y aller, il faut tester. Et c'est ce qu'on fait au quotidien. Nous, on y va, on imagine, on essaye d'avancer, on teste. Il y a des choses qui fonctionnent et des choses qui ne fonctionnent pas. Et il y a des hauts et des bas, comme dans notre relation, notre couple. C'est tout, c'est comme ça. Mais il faut accepter que voilà, c'est haut, c'est bas. Il faut maintenir l'élasticité, comme dit mon épouse. Exactement, voilà. C'est exactement ce que j'ai dit à ma femme le jour où on s'est mariés. Je lui ai dit, je t'aimerai toute ma vie, plus ou moins chaque jour. Voilà. Donc il faut accepter qu'il y a des hauts et des bas. Il y a des jours où c'est plus euphorique que d'autres. Mais voilà, il faut garder cette ligne. C'est ce fil tendu ou cet équilibre. On est en train de jouer au saltimbanque sur ce fil tendu, cette corde. Et voilà, il y a des hauts et des bas. Et tout n'est pas rose. Donc il faut avancer dans ce sens et juste garder en ligne de mire où on veut aller. Écoutez, merci beaucoup à vous deux. Merci à toi d'être venu. Ah ouais, merci pour l'accueil. Merci beaucoup. Je veux dire, il a un nom, ce projet? Bien sûr, chez Aurélie et Sébastien. On a fait simple. Bon, mais ça résume beaucoup de choses. Ouais, mais peut-être on se retrouvera l'année prochaine, une fois que le gîte est ouvert, pour justement parler un peu plus en détail de l'expérience qu'on vit. La mise en place de tout ça. Ouais. Exactement, chez Aurélie et Sébastien. Ok. Super, merci beaucoup. Merci François. Merci. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie, que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires, pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.